Et salut à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. J'entends bien ce que je veux dire. J'avais envie de vous parler de ce jeu, Fortune & Glory. Je pense que j'avais dû le mettre dans un de mes tops, un des seuls que j'ai dû faire en vidéo. Et j'ai eu l'envie de le ressortir. J'y ai joué, je m'y suis remis rapidement en fait. Alors je pensais que c'était un peu plus complexe que ça. Finalement le jeu est très simple. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle un peu plus longuement sur ma chaîne. Donc on va faire ça tout de suite. Donc Fortune & Glory, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Fortune & Glory, The Cliffhanger Game. Un jeu de Jason C. Hill, donc publié par Flying Frog Productions. Flying Frog Productions, vous les connaissez plus maintenant pour toute la série Shadows of Brimstone. Donc il y a 2 boîtes qui viennent de ressortir encore, ils ont fait des aventures nordiques et je ne sais plus quoi. Alors le truc c'est que Flying Frog Productions, moi je les aimais beaucoup avant Shadows of Brimstone. Ils m'ont fait pledger leur Shadows of Brimstone et j'avais été déçu par la longueur du KS du premier Shadows of Brimstone. Je l'ai revendu, j'en ai racheté, je l'ai revendu et j'en ai encore racheté. J'ai des boîtes encore auxquelles je ne joue pas, mais que j'ai moins dans la collection, mais qui sont sympas. Toujours est-il qu'avant de faire Shadows of Brimstone, Flying Frog Productions faisait des super jeux. Donc il y a Fortune & Glory, mais vous avez aussi, comment ça s'appelle, A Touch of Evil, qui est un super jeu aussi. C'est du coop. On a également un jeu de zombies, c'est un des premiers jeux que j'avais de chez eux. Et puis vous avez Conquest of Planet Earth, qui est un jeu délirant où vous jouez en fait vous jouez les martiens finalement, ou les extraterrestres qui envahissent la Terre, et donc vous luttez contre les terriens. Et c'est très sympa aussi, il faudrait que je le présente un jour sur la chaîne. Il y a déjà des vidéos qui existent, même Fortune & Glory, mais c'est vraiment des jeux sympas, des jeux coup de cœur, qui sont plutôt vieux dans leur mécanique, dans leur thème, dans tout ce que vous voulez, mais qui ont un capital sympathie de mon point de vue en fait, qui est vraiment très cool. Donc Fortune & Glory fait partie de ces jeux-là. Et donc ce Fortune & Glory, qu'est-ce que c'est? Comme on peut le voir sur la couverture, pulp un petit peu, et avec les personnages et les acteurs en fait. Alors les acteurs, c'est la technique de Flying Frog à l'époque pour ne pas avoir à faire d'illustration. Ils avaient des acteurs avec des costumes et tout, et ça, pour les composants du jeu, vous allez le voir, et pour la couverture, on retrouve ces acteurs. Les acteurs étaient souvent dans différents jeux, et on peut les retrouver. On retrouve même parfois des personnages qui sont inter-jeux en fait, comme tous les personnages de l'ordre écarlate, je crois. Et donc on se trouve avec un jeu dont la boîte ressemble de toute façon à un film d'Indiana Jones, et même la police de caractère finalement nous y fait penser, et c'est vraiment Indiana Jones dans le jeu de plateau, on va dire. Et je vais vous présenter tout ça. Alors en plus, cette boîte, avec la couverture était plutôt grosse. C'est une grosse boîte, comme à l'époque, avec beaucoup de matériel. C'est une époque où on indique combien il y a de miniatures dessus, combien il y a de cartes. Plus il y en a, mieux c'est. Très américain dans l'esprit. Et on se retrouve avec un plateau qui représente donc une carte du monde de 1930, schématisée, pas forcément exacte, il n'y a pas de problème, qui va être avec différentes zones. Cette carte, en fait, elle va nous servir pour quoi? Il y a différentes zones avec différents types de terrains. Vous allez avoir des villes, des petites villes et des plus grosses villes. Donc en fait, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la vidéo, mais on a des villes moyennes en fait, ou mineures en argent, et des villes majeures en doré. Ici sur le plateau, vous avez également des petits bidons que j'ai utilisés ici, parce que j'ai une extension qui permet d'aller visiter les docks. Donc ça, les tonneaux sont uniquement dans les villes où il y a une petite ancre marine, qui me permet d'aller visiter le dock, les docks quand j'y suis, et d'avoir une aventure, une rencontre ou quelque chose qui se passe quand je vais visiter les docks sur ces zones-là. Les petites exceptions ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a certaines zones de jungle qui sont entourées en rouge parce que c'est des jungles profondes dans lesquelles on va pouvoir faire une exploration différente, qui seront plus difficiles à fouiller. Et grosso modo, c'est tout. Au niveau des cases marines, des cases de mer, vous avez un indicateur de points de mouvement à dépenser pour pouvoir passer par cette zone-là. Alors que normalement, passer d'une zone à une autre, c'est un point de mouvement. Okay. C'est tout ce qu'on peut trouver sur la carte. Et ça suffit largement. Les 2 zones pour passer d'un côté à l'autre, elles sont ici et uniquement là. Pas ailleurs.
Au niveau du matériel de jeu, le matériel est super qualitatif et vous en avez beaucoup. Donc ici, j'ai déjà un gros rack avec beaucoup de cartes. Je sais pas si vous pouvez le voir. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Des ennemis. Ensuite, vous allez avoir des ennemis particuliers. Donc ici, c'est les ennemis nazis. Des événements de vilains. On va être confronté à des vilains. Ici, ce sont des cartes un petit peu... Vous avez des cartes de vilains, justement, des vilains principaux. Et des vilains génériques. Vous avez des cartes d'alliés. Des cartes d'équipement. Ici, on a les cartes aventure et artefacts. Et ça, on va y revenir tout de suite. C'est super important. Et c'est vraiment le point marrant du jeu au tout début. Et des missions personnelles qui sont une extension. Ok. Tous ces decks de cartes ont été plus ou moins augmentés avec les extensions. Il faut savoir que le jeu a un jeu de base, 2 grosses extensions et une petite extension web. Et j'ai toutes les extensions. C'est quand même un des jeux qui a eu le moins d'extensions par rapport aux autres jeux de la série comme Touch of Evil. Je sais pas pourquoi, pourtant il a eu un bon succès. Il faut savoir que normalement il y avait une rumeur un moment avant le Covid, comme quoi il ferait une impression 10e anniversaire. Mais je crois que c'est tombé à l'eau, du moins on n'a pas trop de nouvelles. Je suppose aussi que tous ceux qui étaient dans la bande pour les acteurs et autres sont plus forcément disponibles et qu'ils peuvent plus le faire comme ça, je ne sais pas. Donc je ne sais pas s'il y aura une nouvelle édition de ce jeu. En attendant, je suis content de l'avoir. À droite, pour continuer avec les cartes, on a ici les cartes d'événements, les cartes événements en ville, donc qu'on soit en moyenne ou grande ville, c'est les cartes événements ici. Les cartes lieux, donc c'est pour tirer des lieux au hasard. On va revenir sur le détail des cartes à chaque fois. Et ici, vous avez les cartes Danger, et c'est en fait, ce tas de cartes ici, c'est le cœur du jeu, le cœur du jeu en fait, qu'on a ici dans ces cartes-là. Ce sont les cartes danger qu'on va devoir affronter quand on va essayer de récupérer des artefacts. Ensuite ici, et c'est le dernier deck que j'ai ici, le deck d'équipement commun. Donc c'est un deck qui n'est pas face cachée, il est disponible, à savoir que quand vous êtes en ville, vous pouvez acheter de l'équipement commun, vous avez le prix de l'équipement qui est en haut à droite, donc 1, 2, il y a vraiment de tout, mais vous allez pouvoir récupérer cet équipement-là, donc il est disponible tout le temps dans n'importe quelle ville. Ensuite, on a des sortes de petits plateaux pour les joueurs, donc là ici j'ai 3 personnages, donc vous voyez que les personnages, ici l'illustration du dos, super sympa, telle une affiche de cinéma, et ici, avec un acteur évidemment, Jack Zane, sa localisation de départ, hein, comme ça on pourra le localiser pour le placer sur le plateau. Ils ont tous une petite figurine, donc là c'est lui, alors évidemment ça ressemble pas beaucoup au portrait, et parfois il faut les voir sur la notice, on les a. Il y a la notice qui indique quelle figurine pour quel personnage. Parfois on les devine, parfois non. Donc il commence à San Francisco, ça veut dire que lui commencera ici. Hop, au dock de San Francisco d'ailleurs. Et on a ici des capacités. On a ici des mots-clés, mâle, américain, pilote, qui peuvent servir dans les cartes qu'on va rencontrer. D'accord ? Et ici les caractéristiques et les points de vie, et les caractéristiques de défense. Donc on a les 4 caractéristiques qui sont le combat, l'agilité, comment on dit, cunning, l'astuce, ou la réflexion, comme vous voulez, le lore, donc la connaissance, le nombre de blessures qu'ils peuvent prendre ici, et la défense, c'est le nombre de blessures qu'ils évitent sur chaque attaque. Et il n'y a pas plus là-dessus. Vous voyez que c'est quelque chose de très simple. Les valeurs de caractéristiques, c'est très simple, c'est que quand je fais un test de combat ou un test d'agilité, donc quand je fais un combat ou quand je fais un test d'agilité, je prends le nombre de dés qui est indiqué par ma caractéristique. Ok ? Si j'ai 4 en agilité et que je fais un test d'agilité, je prends 4 dés. Et je vais lancer mes 4 dés. Quand je fais un test, si la difficulté du test est de 3, bah, tous les dés qui font 3 ou plus sont des succès, et les autres sont des échecs. Et à chaque test qu'on aura à faire, on verra la caractéristique, la difficulté et le nombre de succès qu'il faut obtenir pour réussir. Très, très simple, très basique, ça marche tout seul. Les dés font partie des composants, je les aime pas ces petits dés, je trouve qu'ils roulent pas bien, et vu que c'est un jeu qui est basé sur la chance, on peut pester et être frustré par les dés plutôt facilement. Donc là ici on a Jack Zane, on a Sharon Hunter, qui est ici, et donc qui commence à New York, dont la figurine est ici. Donc New York, on va se mettre ici, hop. Et ensuite, on a The Duke Dudley, comme le Dudley de chez Dudley, qui démarre lui à Londres. Alors,
Donc en plus des compétences qu'ils peuvent avoir, donc par exemple Jack, il a plus 4D quand il fait un test de vol. Ok, donc vous voyez, maintenant que vous savez qu'une caractéristique ça amène un nombre de dés, bah, là j'ai plus 4D. Si, le test qui est fait a le mot-clé vol, puisque c'est un pilote, et pas un voleur, il peut dépenser de la gloire à la place de la fortune, donc je vais y venir, parce que c'est quand même le titre du jeu, et il peut avoir plus 1 en cunning quand il est sur une aventure avec un héros ou un vilain. Et lui, par contre, au niveau des capacités, il démarre le jeu avec... donc il est plutôt riche, donc il démarre le jeu avec une carte équipement et 1 de fortune. Alors, on va en parler tout de suite. Fortune and Glory. Voilà, les deux ressources du jeu. La fortune, en fait, faut pas voir ça comme de l'argent, mais plutôt comme les points de victoire du jeu. D'accord? Donc on a des pièces de 5 et on a des pièces de 1. Et ça, c'est dans la boîte de base. Hein. C'est pas des choses qui ont été achetées en plus. C'est une époque où on n'avait pas besoin d'avoir un Kickstarter avec des add-ons pour avoir des pièces un peu sympathiques. Alors elles sont pas métalliques, hein, mais elles sont plutôt bien faites. Donc ça, c'est la fortune. Et le but, en fait, c'est d'avoir un certain nombre de points de fortune pour remporter la partie. Et ici, c'est la glory. Alors la glory, croyez pas que c'est seulement une réputation, c'est que ça va vous servir en fait de... C'est la gloire, mais ça va vous servir aussi pour acheter des choses dans le jeu, de l'équipement. En fait, ça va être la ressource principale du jeu. Ça va être plutôt les points de victoire, même s'ils peuvent être utilisés aussi en échange dans certains cas. Mais ça va être avec ça que vous allez gagner et vous allez la dépenser pour des équipements, pour différentes choses. D'où le titre Fortune and Glory, d'accord? Donc lui, bah, il commençait avec une fortune et un équipement. L'équipement, on va le prendre tout de suite, on va prendre le premier qui arrive. Et ce sont des jumelles goggles. Et donc cet équipement-là, donc il y a 3 mots-clés aussi sur la carte d'équipement. Gear, Clothing, Glasses. Ça ajoute plus de dés d'aventure pendant qu'on fait un test, soit technique, soit avec le mot-clé tech ou flying, donc quelque chose qui vole. Ok. Et donc ça, c'est ce qu'on a comme effet passif permanent tant qu'on a la carte équipement avec nous. Mais on a un effet supplémentaire qu'on peut défausser cette carte pour éviter toutes les blessures qu'on prendrait depuis un seul ennemi. D'accord? Donc ça peut être très très sympa. Et utilisé au dernier moment. Les personnages peuvent avoir au maximum 3 équipements, 3 gears et 3 alliés. Parce que aussi j'ai des cartes alliées qu'on a ici. Et on va profiter pour voir les cartes alliées justement, puisque elle, Sharon Hunter, elle démarre le jeu avec une carte alliée. Et en plus, ses alliés ont plus 1 en loyauté. Alors pourquoi? Hop, on va prendre une carte alliée. Le premier qu'on trouve, c'est un voleur, burglar. Donc allié comme mot-clé, voleur, fif, et stealth, discrétion. Agilité plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Sharon Hunter, avec cette carte alliée, elle va avoir plus 1 en agilité, ce qui passe son montant à 4 au lieu de 3. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que finalement, ça lui fait 1 dé de plus sur ses tests d'agilité. Et en plus, on peut l'activer. Donc quand le plus 1, c'est un effet passif, qu'elle soit activée ou utilisée, la carte. Mais on peut l'activer, donc c'est une fois par tour. Et on peut copier l'activation d'une autre carte en jeu. Donc si j'avais une autre carte d'équipement ou un autre allié qui s'active, je pourrais utiliser la même activation. Donc elle, comme capacité en plus, ah oui, la loyauté, c'est un indicateur qui est marqué en dessous ici. Donc lui, il a 1 loyauté, donc avec Sharon, il a plus 2. Et parfois, on vous demande de faire des tests de loyauté avec vos alliés. Et donc ils peuvent s'en aller, ou on peut les défausser, et ainsi de suite. Sharon, comme compétence en plus, ça lui coûte 1 en moins quand elle traverse la mer. Donc par exemple ici, ça vaut 2, bah, pour elle, ça coûtera que 1. Et pour voler entre 2 villes, parce qu'il y a la possibilité de payer de la fortune pour voler entre 2 villes. Donc vous voyez que là, c'est de la fortune pour le coup. C'est cela. En passant d'une ville à une autre, pour faire un vol direct, enfin, je pourrais payer une fortune en moins. Et Dudley, son dernier gain, c'était qu'il a 3 en combat, donc 3 dés, mais contre les nazis, il a plus 2 dés. Donc soit un vilain nazi ou un soldat nazi, il a plus 2 dés pour le combat. Donc vous voyez que c'est plutôt simple en termes de caractéristiques, de personnages, donc pour les gérer même en solo, c'est plutôt cool. Et quand vous faites une partie avec 6 personnes, chacun son personnage, c'est très tranquille. Au niveau... Qu'est-ce qu'on a comme composants? Je vous fais le tour de tous les composants. On a ici, j'ai réuni les jetons qui étaient utilisables en jeu. Alors pourquoi je dis en jeu? C'est que vous avez pléthore de jetons en plus. Dans les jeux Flying Frog Games, il y avait toujours des
des jetons en plus qui étaient imprimés. C'est là qu'on voit que c'est vraiment pas la même époque. Qui étaient utilisés pour dire, ok, bah, pour vos scénarios personnalisés, pour marquer d'autres choses, si vous avez envie de les utiliser pour ce que vous voulez. Donc parfois on avait des noms de personnages, hein, il y a des jetons, tous les personnages en jeu, il y a des noms. Donc on pourrait très bien imaginer des scénarios où on doit aller voir des personnes à certains endroits, retourner, prendre des pions et tout. On pourrait le faire, on pourrait vraiment s'imaginer beaucoup de choses et faire des petites règles maison en plus avec plein de jetons qui sont dans les boîtes. Mais les jetons qui sont utilisables en jeu, ce sont celles-là. Et ici, c'est jetons boîte de base et extension. Parce que ça, c'est pour l'extension Crimson Order, donc l'ordre écarlate. Ici, vous avez possibilité de rajouter même des villes carrément. Des villes sur la carte. C'est-à-dire, par exemple, je dis, tiens, j'ai envie de mettre une ville en plus ici, bah, je pourrais le faire. D'accord. Et je pourrais agir ici, alors elle n'a pas de nom, mais je pourrais très bien en ajouter un. Mais je pourrais très bien l'utiliser comme ça. Ici, c'est pour l'ordre écarlate aussi. Ici, c'est pour les bases secrètes de l'ordre écarlate, base secrète de nazis. Ici, c'est le déploiement des nazis. Ici, c'est pour les explorations et les temples qui s'écroulent, on verra plus tard. Les blessures, les dangers qu'on a passés et les succès. Les groupes de 5 blessures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis des petits pions qui seront utilisés dans certains cas très précis. Okay. Les crânes, on va y revenir tout de suite. Ça, c'est pour... le truc ici, c'est aussi pour une carte, je crois une rencontre avec l'ordre écarlate, et ça permet, on peut l'utiliser, d'accord. Donc vous voyez, il y a beaucoup de jetons aussi qui ont été créés pour le jeu, qui ne sont pas utiles, mais on utilise cela principalement pour le jeu. J'ai ici donc les aventures pour les docks, donc qui font partie d'une extension. Normalement, vous avez ce jeton-là sur les docks, donc que vous placez comme ça face cachée. Sauf que moi, je les trouve trop gros et ça recouvre le nom des villes et puis le dessin de la ville. Donc j'ai préféré mettre les petits tonneaux de pétrole là. Et puis quand je vais en prendre un, bah, j'irai piocher ce que j'ai besoin ici. C'est plus cool pour le mélange, c'est plus cool pour la répartition. Et puis, oui, parce que les tonneaux sont pas dans le jeu de base par contre, hein, c'est mon petit rajout à moi. Ensuite, vous allez avoir, donc là j'ai les nazis, c'est l'ennemi que j'ai sélectionné. Pour le nazi, vous allez avoir une carte comme ça, donc c'est une Ville Organization. Vous en avez 3 différentes dans le jeu en fait. Vous avez, je vais vous les montrer. Donc ici les nazis, ici l'ordre écarlate. Alors c'est en fait l'ordre de la main écarlate en fait. C'est Crimson Hand. Donc c'est l'ordre de la main écarlate. Et vous avez la mafia directement. Ok. Et chaque, donc vous avez ça qui vous indique le setup et les règles spéciales pour ce vilain là. Ici, une fois que vous avez fait tout ce qui est marqué dessus, vous pouvez la mettre de côté. Et après, vous allez avoir une plutôt, un truc en plus. Donc on va prendre cela. Donc ça, pour Crimson Hand, c'est la mise en place. Et ici, vous avez les règles spéciales pour ce vilain-là. Ok. Ça vous dit Dark Sanctuary, les sanctuaires sombres, à quoi ils correspondent. Quand on veut les attaquer, comment ça se passe. Et puis ici, vous avez la tactique. Parce que vous avez certaines cartes dans le deck d'événements ennemis qui vont vous dire « Ah, c'est la tactique ». À ce moment-là, on lance un dé là-dessus, et forcément, pour la même carte dans les événements ennemis, vous aurez un résultat différent, parce qu'on va utiliser une carte différente. Donc vous voyez que vous avez 3 ennemis bien différents. Donc si je reprends mes nazis, moi ici, j'en ai un 3e, parce qu'en plus les nazis, ils ont un zeppelin. Alors, il a 2 faces, le zeppelin normal et le zeppelin de guerre. Et le zeppelin, il a une figurine aussi. Donc on va le placer, on le placera en début de jeu également sur la carte. Et il y aura des règles spéciales pour le zeppelin. Vous avez ici une règle, une sorte de règle de d'évolution du jeu, parce qu'ici vous allez avoir le nombre de points maximum que doivent faire les nazis pour remporter la victoire, et un petit curseur qui ne représente pas les tours, hein, ça représente la progression des nazis dans le jeu. Alors, éventuellement, ça c'est la règle pour 3 personnages, je crois, qui est à 15 points. Vous pouvez très bien la mettre à 20, à 25, selon que vous voulez une durée de partie plus ou moins longue et une difficulté plus ou moins grande. D'accord. 15, ça peut être très difficile parfois selon le tirage de cartes. Vous pourriez très bien le mettre à 20 pour que ce soit un peu plus équilibré et qu'au cas où vous n'avez pas de chance sur les dés, ça puisse se jouer. Mais dans la règle, il précise 15. De même que dans la règle, ils vont préciser que les joueurs doivent atteindre
un nombre de points, donc le nombre de joueurs, on peut jouer jusqu'à 8, ce qui est quand même assez gros. Hein. Alors je vous garantis que si vous jouez à 8, vous commencez le matin et vous terminez le soir, mais vous aurez passé une très bonne journée. Et vous avez le nombre de fortunes qu'il faut gagner. Donc à 3 joueurs, il faut gagner 30 fortunes pour remporter la partie. Il y a le nombre de vilains qui sont indiqués ici, et que le nombre de vilains doit arriver à 15. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est aussi, le jeu, c'est un jeu qui peut jouer avec différents modes. Compétitif, chaque joueur pour sa pomme, et c'est le premier qui arrive à un certain nombre de points de fortune qui remporte. Coopératif, vous jouez donc tous ensemble, et vous luttez contre une ville organization, et donc comme on vient de le voir à l'instant, c'est ma configuration. Si la ville organization atteint son nombre de points, elle remporte la partie, et si vous atteignez le nombre de fortunes prévues, comme donc ici 30, vous remportez la partie. D'accord? Ça reste une course, et vous allez voir que même en coopératif, c'est très très cool, et pas forcément facile non plus. Et vous avez encore un troisième mode qui est un peu entre les deux. Vous pouvez lutter contre une ville organisation, donc nazi, la main écarlate ou la mafia, et en plus être en compétitif. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez tous lutter quand même un peu contre la répartition des ennemis, et en plus, vous êtes comme dans une course les uns contre les autres. Donc ça, quand on connaît le jeu, c'est vraiment un mode très sympa, parce qu'on utilise toutes les mécaniques du jeu et toutes les possibilités du jeu. Le plateau qui se trouve ici, c'est pas un plateau qui est dans le jeu, mais il sert pour le mode coopératif, ou compétitif contre un ennemi. En fait, ça vous sert dès que vous avez un vilain en jeu. Pourquoi? Ici, parce qu'en fait, quand il y a un vilain en jeu, dès qu'il cumule 3 fortunes, il va augmenter de 1 sa progression ici. Et on va défausser les pièces, et il augmentera de 1 sa progression ici. Ici, ça permet de mettre des cartes, les decks du vilain, éventuellement, ou les événements d'ailleurs, ou les artefacts, et ici de préciser quels artefacts il a remporté. Donc ici, par exemple, par rapport à ça, je peux utiliser des petits pions qui sont ici. Ça pourrait servir, par exemple, pour le Crimson End, mais pour n'importe quel ennemi, pour dire, bah voilà, là il a récupéré ce style d'artefact, ou ce style d'artefact, et ainsi de suite, parce que ça peut jouer sur certains vilains. Ici, ce sont les 3 états des figurines d'ennemis. Donc ici, par exemple, j'ai pris les 3 figurines nazies. Normalement, moi, dans ma partie, j'aurai que 2 vilains à chaque fois. Et pour chaque vilain, le premier, il va arriver sur le plateau, et le deuxième, il va être en ready. Ça veut dire qu'au prochain tour, quand il est en état ready, il sera déployé sur le plateau. Si jamais il a été mis KO par un des personnages, il va arriver ici en étant KO. Au tour d'après, il sera en delayed. Et au tour d'après, seulement, il sera ready. Donc ça permet de gagner du temps sur les nazis. Enfin, sur les ennemis, plutôt. C'est pas forcément tout le temps des nazis. Et ici, on place les cartes vilains. Donc c'est un plateau vraiment qui est imprimé, voilà, qui est fait pour pouvoir suivre facilement, plutôt que ça traîne sur la table. Dernier composant. Donc on a ici, j'ai des soldats qui représentent ça, c'est les soldats nazis. On va avoir des soldats pour la mafia, on va avoir des soldats et des cultistes pour l'ordre de la main écarlate. Ce sont d'autres figurines encore. Et en termes de matériel, on a fait le tour. J'ai évidemment la règle du jeu. Ça, vous avez, pour chaque extension, à chaque fois qu'il y avait des petits encarts comme ça. Ça c'est venu avec une des extensions. Une petite carte comme ça pour The Rise, l'ascension de la main écarlate. Et je crois que j'avais un truc qui était imprimé pour une extension web. Donc voilà, il n'y a pas 46 000 docs, c'est pas très gros. Vous avez tous les modes de jeu qui sont expliqués là. C'est plutôt très simple. Le jeu, quand on le met en place, à part la mise en place des personnages comme ils sont ici, donc d'ailleurs je dois gagner une fortune, puisqu'on commence avec une fortune avec lui. Donc la fortune, quand on est en coopératif, elle est partagée. Donc je peux la mettre, c'est commun à tout le monde, je la mets ici, mais c'est commun à tout le monde. Par contre, la glory, elle est toujours individualisée, d'accord? Donc sa glory à lui, ce ne sera pas sa glory à elle, il aura sa propre glory. Par contre, il n'y a pas de souci pour faire des échanges d'équipements une fois que c'est acheté. La première chose qu'on va faire quand on va mettre en place le jeu, outre sélectionner les vilains, la ville organisation et autres, ça va être de placer les aventures. Alors les aventures, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des artefacts qu'on va devoir récupérer. Et ces artefacts vont nous rapporter une certaine quantité de fortune quand on va les revendre. Ça veut dire que c'est pas le tout d'aller le chercher.
il faut pouvoir les revendre. Pour les revendre, il faut se retrouver dans une ville, donc n'importe quelle ville, hein, moyenne ou grande ville, mais on a un avantage à les vendre, on les vendra un peu plus cher dans les grandes villes. D'accord ? Comment est-ce qu'on crée nos artefacts? Et ben, ça va être une combinaison de 2 cartes. En fait, on va appeler la course à l'artefact, mais chaque artefact va être une aventure. Quand on va parler d'aventure, c'est parce que sur ces cartes-là, il y a marqué Adventure. Ici, on a les artefacts. Je vais couper en 2 le paquet, histoire que ça fasse un truc aléatoire. En début de partie, on va placer 4 artefacts, et donc 4 aventures à 4 endroits différents. Ici, je vais avoir des petits crânes qui vont me permettre de dire, ok, bah, la première aventure, c'est ça, et ça, je vais le placer sur le plateau pour savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc, comment je fais? Bah, je prends une carte aventure, une carte artefact, je les retourne, et donc j'ai The Heart d'un côté, of Poseidon de l'autre, qui est l'aventure, je les assemble, et j'ai ma première aventure qui s'appelle The Heart of Poseidon. Le cœur de Poséidon, qui est cette boîte-là, du coup, et qui va me donner différentes informations. Ici, ça c'est la fortune que va me rapporter l'artefact The Heart quand je vais le revendre. Enfin, The Heart of Poseidon, parce que l'artefact, finalement, c'est l'ensemble des 2 cartes. Ici, ça me donne le type, donc c'est bijoux, et ça, je ne sais plus ce que c'est, c'était spirit ou autre chose. C'est selon des caractéristiques qui peuvent servir dans certains mots-clés de cartes. Hein. Donc 4 fortunes. Quand je vais revendre cet artefact, c'est 4 fortunes. Et ici, là, c'est pas très rentable, mais c'est le nombre de dangers que je vais devoir passer pour le récupérer. D'accord? Et ici, il y a un petit truc en plus, c'est qu'il y a un petit texte qui dit « Tant que vous avez cet artefact, vous pouvez toujours vous déplacer sur les lieux de mer, mais seulement pour un mouvement. » D'accord? Et vous êtes, c'est une sorte de magie qui accompagne l'artefact. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le vendre. En plus, il ne rapporte pas trop, il rapporte 4 fortunes, mais bon, si ça peut vous faire gagner la partie, c'est sympa. Mais vous voyez qu'on peut tenter de le garder pour gagner cet avantage-là aussi. Donc ça, on n'aura pas toujours ça sur tous les artefacts. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc The Heart of Poseidon, et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on va créer un artefact comme ça va être une sorte d'aventure et comme un titre de film. Et donc, vous voyez que j'ai 2 tas comme ça, aventure et artefact. Et donc, le nombre de possibilités de ces mélanges est assez gros, et assez sympa. Et c'est toujours le premier truc que vous faites dans le jeu, c'est de faire ça. Et moi, rien que ça, quand j'ai eu ça, ça m'a fait ma journée, quoi. Donc on a le cœur de Poséidon. Comment est-ce que je sais où est-ce qu'il va être placé, le cœur de Poséidon? Bah, la rumeur voudrait que je tire une carte lieu. Location. Les cartes locations, elles sont comme ça. Donc elles vous font voir la carte avec l'endroit où se trouve. Donc c'est comme une carte au trésor avec le X qui marque l'endroit. Et c'est indiqué le titre ici. Vous avez l'emplacement pour vous faire plus facilement, au cas où vous seriez teubé. Et marqué Mexico. Je dis teubé parce que si on ne sait pas que c'est plus de ce côté-là, c'est dommage. Le type de terrain. Et vous avez Mexico City. Alors Mexico City, c'est seulement si jamais vous avez besoin de tirer une ville au hasard, vous prenez aussi une carte location et vous regardez que la partie City. D'accord? Et ça vous permet de tirer une ville au hasard. Là, on a tiré un lieu. Donc Mexico. Donc on va dire que ce sera cet artefact-là. Et on va le placer à Mexico, ici. Donc Mexico, pas la ville de Mexico, parce que c'est pas Mexico City, mais à Mexico, donc sur la zone Mexico, d'accord? Les zones, elles sont découpées par des lignes noires, ou par les bords. La zone d'océan, ici, elle est délimitée par le bord, ici, et les zones qui sont à l'intérieur, d'accord? Une fois que c'est fait, ça c'est défaussé. Et j'ai mon premier artefact, que je pourrais trouver ici, on est qu'on n'est pas super loin. Alors après, il faut passer 5 dangers, on va voir ce que c'est tout de suite. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Hop. Et on va faire ça 4 fois, parce qu'on va mettre 4 artefacts en jeu. Il peut vous arriver avec certaines cartes d'avoir un 5e artefact à chercher. Mais de façon régulière, dès qu'il y en a un, on verra dans le tour de jeu, en fin de tour de jeu, si jamais il n'y a que 3 artefacts, on en recrée un, et on le remet en jeu. Donc le petit plaisir qu'on a au début de la partie, on peut le retrouver aussi en cours de partie. Le prochain, ce sera un temple, le temple d'Hadès. Ok. Ici, le temple d'Hadès, il nous rapportera cher, parce qu'il rapporte 8 fortunes, alors c'est particulier. Et il faudra passer 4 dangers.
c'est particulier aussi. Pourquoi? Parce qu'en plus des petites icônes qu'on a ici, on a ici un dessin de temple. Quand on a un dessin de temple, c'est pas un artefact qu'on va récupérer, on va piller le temple. Les 8 fortunes qui sont ici, ce sont des fortunes que l'on va mettre sur la carte du temple. Et à chaque fois qu'on passera un danger, on va récupérer une pièce. D'accord? Ce sera une pièce, un danger, une pièce. Et ici, ce ne sera pas un nombre de dangers qu'il faut passer pour obtenir un artefact, puisqu'on pourra continuer à piller le temple tant qu'il y a des pièces dessus. Mais c'est un nombre de dangers après lequel on fera un test pour savoir si le temple ne s'écroule pas. D'accord? Et en plus de ça, puisque c'est un temple, puisqu'on a l'icône de temple qui est indiquée ici, on va avoir une petite figurine de temple que l'on va placer tout de suite en tirant une carte vieux. Et donc Aravia. Tac. Et on va lui mettre un petit icône aussi. On lui mettra ça ici et ça ici. On a un temple sur le plateau. Et voilà. Et en plus, qu'est-ce que ça nous dit? Quand on complète cette aventure, on peut récupérer un allié qui se trouverait dans la pile de défausse des alliés. Voilà. Mais seulement quand on aura complété, c'est-à-dire quand on aura vidé le temple de tout ce qu'il y a dessus. Et évidemment, le temple peut s'écrouler avant qu'on ait terminé et qu'on ait vidé les pièces. Donc ici, les temples, c'est un bon moyen de récupérer de la fortune en passant des dangers et de faire du stop encore, en fait, pour récupérer le maximum de pièces. Allez, on fait le troisième et le quatrième, rapidement. Hop. La lance du pouvoir. Spear of Power. Pas de règle particulière, là on est sur un truc basique. Ça rapporte 5 fortunes quand on l'a trouvé, il faut passer 5 dangers. Et on va la localiser au Japon. Et notre dernier trésor, les mines du temps. Et c'est encore un temple. The Mine of Time. Donc c'est encore un temple qu'on va avoir. Donc ça va pouvoir apporter 8 aussi. Alors c'est pas mal aussi les temples, parce qu'on récupère l'or, on n'a pas besoin d'aller revendre de la cargaison. Parce que sinon, dans un autre cas, il faut qu'on termine ça, qu'on trouve une ville, donc il faut y aller. Et après, on peut agir pour le vendre, il n'y a pas de souci. Je vais la mettre ici. Et du coup, celle-là, on ne l'a pas localisée encore. On va la localiser Western Europe. Donc c'est ici. Hop. Et là, on a localisé. Donc là, il y a une pyramide aussi. Ce qui est... Alors, une chose importante au niveau des zones. Vous avez des zones ici où il n'y a pas de ville, parfois il y a des villes. Une ville est considérée comme une zone. C'est-à-dire si votre personnage est ici, il faudra qu'il fasse un mouvement pour arriver ici, et ensuite un autre mouvement pour arriver ici. D'accord? Il ne va pas partir d'ici directement pour aller dans le Serengeti, Égypte au Serengeti. Les villes, ça représente une zone en termes de mécanique de jeu. Et pareil, si je suis en Égypte ici, je dois faire un de plus pour entrer dans une ville. J'ai le petit truc. Donc ici, mes cartes location, je vais les ranger. Dans tous les decks, normalement, vous avez des icônes, où on peut trouver un icône qui est le mélange de cartes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous tombez dessus, une fois que vous avez joué la carte, que vous l'avez prise ou quoi que ce soit, vous prenez la défausse et vous la remélangez dans le deck en question. Alors, ça arrive pas trop souvent, en plus moi mes decks sont plutôt importants maintenant, avec les extensions. Mais c'est comme ça que ça se remélange dans le jeu. Donc vous voyez que cette partie est plutôt sympathique, moi c'est un côté que j'adore. Le côté artefact et aventure, il y a un bon paquet. Et c'est très très sympa à utiliser. Ensuite, il nous reste à mettre en place les nazis. Donc en fait les nazis, puisqu'on a choisi l'organisation nazie, il y a différentes choses qu'il faut qu'on fasse. On va prendre la carte de setup. Donc déjà, ce que nous dit la carte de mise en place des nazis, c'est que quand il y a un vilain nazi qui arrive, il est accompagné avec 2 sbires.
Alors les sbires, vous allez voir, on va les avoir sur le plateau, mais on va les avoir aussi avec les vilains nazis, et ils ne sont pas utilisés de la même façon. En fait, là, ici, c'est sa garde rapprochée qu'on va avoir. Ensuite, il y a le Zeppelin, et ensuite, on a les Secret Base. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au hasard un lieu, en Chine, évidemment. Il fallait s'en douter. La base secrète des nazis se trouve en Chine. Donc la base secrète, elle vient avec un soldat, et le Zeppelin se trouve au départ du jeu sur la base secrète. Et oui, derrière la muraille, il se cachait. Ensuite, on va voir les cartes vilains. Donc en fait, les vilains, en Asie, on en a 3 différents. Quand on est en partie, comme j'ai mis là, il y en a 2 qu'on a vu dans le setup, il y en a 2 qu'on doit prendre, donc on va en tirer 2. Tac, tac, je sais plus où j'en suis, donc on va dire celui-là et celui-là. Hop là. Ah bah, c'est les mêmes que la dernière fois, je crois. Hop, donc je vais avoir Treza, qui va venir ici, et Ertefel. Je trouve les mêmes que j'ai. Donc j'ai 2 figurines pour eux. Lui, qui ressemble un peu au méchant, là, au nazi qui se fait brûler la main dans Première Indiana Jones. Et Treza. Alors, les vilains, sur eux, ils ont quoi? Donc, ils ont leur symbole nazi. Ils ont leur nombre de blessures. Et vous allez voir que dans le jeu, on les blesse pas. On a du mal à les mettre KO. Parce qu'en fait, on les combat pas souvent et on les combat pas volontairement. Une valeur de recherche, une valeur de combat. Donc, la valeur de combat, c'est comme pour nous. C'est le nombre de dés qu'ils vont lancer pour un combat. Et ils ont des capacités. Donc, lui, par exemple, ses dés d'aventure... il compte, quand il lance des 6, ça compte pour 2 succès. Et les dés d'aventure, c'est ce qui leur permet de récupérer les artefacts. Et en plus de ça, il a plus 1 en combat pour chaque artefact que les vilains possèdent. D'accord? Donc dès qu'ils vont avoir des artefacts, il aura plus 1 en combat, lui. Donc il sera plutôt dur, il aura 5 dés. Il doit prendre 8 blessures, il n'a pas de défense. Donc ça, c'est notre premier vilain, qui va être déployé rapidement sur la carte. Ça, c'est la seconde qui ne va pas être déployée tout de suite, mais qui va être en état ready, et donc il sera déployé au tour suivant. Donc Treza, elle a 4 en recherche, 3 en combat, et quand il y a des héros dans son lieu, les héros qui sont dans le même lieu qu'elle, donc quand on est sur une aventure par exemple, ils vont avoir -1 en défense, et les alliés auront -1 en loyauté. Okay, soit parce qu'elle les charme ou je ne sais quoi. Et donc elle, sur ce plateau-là, on va la mettre en ready. Voilà sa figurine. Elle est en ready, elle va pas être déployée tout de suite, par contre lui il va être déployé. Et pour le déployer, bah c'est pareil, on tire un lieu au hasard. La Mandchourie, qui se trouve ici normalement. Il va être déployé ici, et lui, donc du coup, quand il vient en jeu, normalement il a ses 2 soldats. Alors les 2 soldats qui viennent en jeu, en fait, ils n'ont pas le même rôle que les autres soldats qui sont sur le plateau. Eux, je les mets sur sa carte, parce qu'en fait, ils représentent autant de points de combat et de points de blessure qu'il peut prendre. Donc en fait, il passe à 10 en blessure et 6 en combat. D'accord? Et quand je vais lui faire des dégâts, la première chose que je vais faire, c'est que je vais éliminer les nazis qui sont sur lui. Il faut savoir que les vilains comme ça, ils sont vraiment là pour vous ralentir et vous perturber dans votre jeu, et ça va pas être le but ultime de les éliminer. Et c'est pour ça qu'ils sont plutôt assez costauds, qu'ils ont de la résistance, c'est qu'ils sont là pour faire accélérer, pour faire la course, pour faire l'effet de course dans le jeu. Et donc pour pouvoir augmenter rapidement leur progression ici, et vous faire accélérer ou prendre des risques. Ce qui fait que, vous voyez qu'il a 6 en combat et 10 en point de vie, c'est très long et très difficile, et c'est rare qu'on puisse les mettre KO. À la limite, Treza plus rapidement, peut-être, si on est bien armé. Mais elle aussi, elle viendra avec 2 soldats sur elle. Mais voilà, ce sera plutôt difficile de les battre. Et le but, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand ils sont éliminés, ou quand ils sont mis KO, la fois où ils vont être redéployés, ils vont reprendre encore 2 soldats, et ainsi de suite. Ok. Et que quand ils arrivent à capturer un artefact, ils rentrent ici, ils se soignent, et ils seront soignés quand ils vont être redéployés, ils vont pas conserver leurs blessures. Donc c'est vraiment une mécanique plus que des personnages qu'on va chercher à éliminer. Mais c'est plutôt cool, parce que ça reste dans le truc. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est ce que je fais moi parfois, c'est que plutôt que de me dire, ils reviennent tout de suite, je remplace le vilain par un autre, et je le mets en jeu. Vu qu'il y en a 3, j'arrive à tourner. Donc ça, c'était la mise en place des vilains. Ils ont leur base secrète, et ça va être important pour la suite. Le tour de jeu. Comment ça va se passer, le tour de jeu? Le tour de jeu est super simple, et par contre, il a des vieilles mécaniques.
les vieilles mécaniques, c'est quoi? C'est que c'était un peu le cas dans tous leurs jeux, je crois. On va utiliser énormément les dés. Pourquoi? Bah parce que la première chose qu'on va faire, quand on va faire le tour de jeu, donc on va commencer par les héros, chacun, donc là j'en ai 3, chacun va lancer un dé d'initiative. Ça c'est l'initiative. Donc là on va faire Jake, Sharon et Duke. Donc là je l'ai fait le 3D, mais je pourrais en faire qu'un, et celui qui fait le plus grand en fait, à l'initiative. Donc moi j'ai pris une pièce, sinon c'est le gros marqueur Flying Frog. Je prends une pièce pour indiquer qui est-ce qui a l'initiative, donc qu'est-ce qui est le premier joueur. Et à chaque tour, ça changera potentiellement. Donc à chaque tour, on fera un lancer de dés d'initiative. Chose intéressante, j'ai un de mes joueurs, un de mes personnages qui a eu un 1. Quand un personnage lance et tire un 1, il pioche une carte événement. Donc, je vais la remélanger ici, parce que je crois que je ne les ai pas mélangés la dernière fois. Oula. Il tire une carte événement. Les cartes événements, en fait, c'est pas vraiment des events qui vont vous arriver. Enfin, c'est des petites histoires qui vont vous arriver, ou des choses que vous allez récupérer. Parfois, ça va être un combat, parfois, il vous arrive un petit truc, et vous récupérez un objet. C'est pas forcément négatif, c'est 50-50, on va dire, les effets. Donc là, on va en prendre un, parce qu'il a fait un 1 sur l'initiative. Hop! Et là, on a la première carte. Vous voyez que vous avez une illustration, donc c'est très sympa. Le côté, en fait, acteur, plutôt que des illustrations, est très très sympa. Et vous avez un texte qui vous explique ce qui s'est passé, ce que vous avez récupéré ou ce que vous perdez. D'accord? À la fin. Il y a une petite icône ici qui indique Treasure Hunter, c'est une des extensions. Donc ça, c'est une carte que je vais garder. Il n'y a pas marqué immediately, c'est-à-dire que je ne la joue pas tout de suite, il n'y a pas d'effet immédiat. C'est une carte que mon personnage va conserver et qui va pouvoir jouer quand il a envie et quand cette carte est jouable. Donc lui, cette carte-là, c'est qu'elle peut être jouée sur n'importe quel héros, lui inclus évidemment, quand il complète un danger. Donc compléter un danger, on va le voir tout de suite de toute façon. Ce héros peut immédiatement se soigner entièrement et gagner de la gloire égale au nombre de blessures qu'il a soignées à ce moment-là. Pas mal. Alors, limit one victory card per danger completed. Donc ça veut dire que je peux pas, si j'avais plusieurs fois cette carte-là, je peux en utiliser qu'une par danger complété. Et évidemment, quand je l'utilise, elle est dépensée et je la défausse. Voilà, ça fait un petit avantage. Donc on n'a pas vraiment, vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'histoire, c'est seulement qu'il récupère ça, il récupère cette carte. Donc c'est pas vraiment un événement qui lui arrive sur le moment, mais c'est une carte qu'il remporte pour compenser son 1. Donc on a dit que c'était lui le premier joueur. Et ensuite, vous avez un tour de jeu. Alors, je vais prendre le petit aide de jeu coopératif. Vous avez au dos le jeu compétitif. Donc, on a fait la phase d'initiative. Si jamais on avait des cartes qui étaient activées, on le redresserait, évidemment. Et ensuite, vous avez la phase de déplacement. Donc, on va avoir une phase de déplacement, et après, on va avoir une phase d'aventure. Donc, tous les aventuriers vont se déplacer. Et ensuite, tous les aventuriers vont vivre leurs aventures dans l'ordre du tour. D'accord? On est sur des mécaniques anciennes, on n'est pas sur du coop, tous en commun. On n'attend pas de savoir qu'est-ce qui bouge où et ainsi de suite, ça se passe un petit peu en même temps. Donc la move phase, eh ben c'est pareil, on est sur un déplacement qui est avec des dés. Donc, c'est la marque d'un jeu plutôt ancien, Ameritrash, on était encore sur cette move-là. Il y a des règles qui sont proposées pour avoir un mouvement fixe de 3, je crois. On décide avant, en fait, si on prend la règle ou pas. Tiens. Donc là, je vais faire le lancer de dés, ce sera très bien. Donc là, par contre, il faut bien les faire séparer. Voilà, lui, il fait 1, 6... et 5. Donc 1, pareil, il a 1 sur le mouvement, donc il gagne une carte événement gratuitement. Donc hop. Donc on a un Daring Escape comme carte événement. Pareil, il n'y a pas marqué immediately, donc on ne le fait pas tout de suite. Alors, c'est à jouer pour laisser n'importe quel héros réussir un escape test, on va le dire tout de suite, même après que les dés aient été lancés. Donc là, c'est bien, il vous précise s'il fallait lancer les dés avant ou après. Là, c'est précis sur la carte, il n'y a pas à se poser de questions. Ou alors, on peut jouer quand n'importe quel héros remporte le dernier danger d'une aventure. Et là, ça le force à devoir faire un danger supplémentaire. Donc là, on serait plus dans le mode... Vous voyez que certaines cartes, ils ont pensé à mettre le texte pour le coopératif et le compétitif. Parce que cette dernière partie, c'est clairement pour le compétitif. Je pourrais très bien avoir des cartes qui indiquent, qui vous disent, au moment où un joueur revend son artefact, vous sortez une carte, et dessus, il y a marqué que c'est un fake, c'est un faux. Et donc, vous touchez moins de fortune que ce qui était prévu. Donc ça, c'est vous dit, vous pouvez vous faire des amis avec ça, quand ils ont bien galéré à récupérer une carte, ou qu'ils l'ont volée, ou qu'ils ont réussi, qu'ils sont super fiers d'eux, et vous sortez la carte au moment où ils revendent l'artefact, c'est un truc tout pourri, et ils sont pas contents. Mais c'est l'ambiance du jeu, et c'est vraiment super sympa. Donc là, vous voyez, sur la carte, on a les deux parties, utilisables en coop, et l'autre serait plus pour le compétitif.
Mais la carte est très bien, hein, pour le coup. Donc lui, il a fait ça, il n'aura que 1 point de mouvement, c'est-à-dire qu'il pourra se déplacer que de 1, ça va pas être fou. Ou il pourra ne pas se déplacer aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la phase aventure. Donc la phase aventure, comment ça va se passer? Si vous êtes sur un lieu où il n'y a pas de ville, où il n'y a rien de spécial, et il n'y a pas d'aventure, donc on va dire que les crânes, ça représente les lieux où il y a une aventure à vivre. À ce moment-là, vous lancez un dé. On en est au 3e dé qu'on a lancé dans le tour, hein, si c'est le cas. Vraiment, il faut faire le déplacement. Alors, si on fait le déplacement avant, comment on va faire ça? On va dire que de toute façon, Jack, il va pas se déplacer très loin, il va rester en ville, à San Francisco, même s'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Ouais, si on va le faire ici, comme ça on verra ce qui se passe. Allez, je vais me déplacer. Donc là, vous voyez que le 1, je sors de la ville et je vais ici. Hein. Je vais pas ailleurs. Je pourrais aller ici aussi, mais ça me sert pas à grand chose. Ensuite, Sharon, elle a 6, donc elle, c'est un gros mouvement quand même. Et elle a -1 sur l'eau, donc elle va pouvoir se déplacer. Et vu que les nazis sont loin... Ah, quoi que je pourrais aller ici aussi. On va parler des dangers bientôt. On va aller voir celui-là, il y a moins de danger. Donc on va faire... Si je passe ici, donc il y a 3 normalement en mouvement, -1 parce que c'est sa capacité, donc elle fait 2 pour venir ici. Et puis 3 pour arriver ici, donc vous voyez qu'il reste 3 mouvements, mais elle s'en fout. Elle va venir ici. Elle a dépensé son mouvement aussi. Et enfin, il me reste Dudley qui a 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Dudley sur le lieu avec Sharon. Donc lui, tranquille. Donc ici, pour passer de là à là, c'est un seul. Il n'y a pas de traversée d'eau avec une valeur. C'est la limite du territoire. Donc on se place ici. À la pyramide qui se trouve en France. Une pyramide en France. Donc il a déplacé ses mouvements ici, même s'il n'a pas tout dépensé, c'est pas grave. Donc là, ils ont fait leur déplacement, on fait la phase d'aventure. Lui, en phase d'aventure, parce qu'on commence toujours dans l'ordre, il se trouve un endroit où il n'y a pas d'aventure, il n'y a rien de spécial, donc on lance un dé. Donc c'était son 3e lancer du tour. Le dé, si je fais 4, 5, 6, on pioche une carte événement. Si je fais un 1, on rencontre un ennemi. Donc à ce moment-là, on va tirer un ennemi au hasard. Donc j'ai le deck d'ennemis qui sont ici. Et on rencontrera cet ennemi. Donc ça peut être un combat. 5, c'est une carte event. Donc il va récupérer une 2e carte event. Fortune's Favor, bah c'est la même chose que la carte de l'autre. On va la conserver ici. On passe ensuite à Sharon Hunter. Là, j'ai mes 2 personnages qui sont au même endroit. Donc ils vont pouvoir faire la phase d'aventure ensemble pour essayer de récupérer et avoir des succès sur l'artefact. C'est maintenant que je vais vous parler des cartes danger qu'on a ici et qui sont le cœur du jeu et le pourquoi du jeu et le sous-titre du jeu. Je vais en prendre une qui sera pas celle qu'on va affronter, quoique si, je pourrais. Donc je vais la prendre du dessous du paquet. Donc j'ai mon personnage ici, Sharon, qui va décider d'aller à l'aventure et d'aller piller le temple finalement. On va le prendre avec nous. Donc ici, le temple, on a dit, c'est pas vraiment un artefact, c'est une mine sur laquelle on a 8 d'or, et qu'on va essayer d'amasser le maximum d'or. C'est comme notre but de gagner beaucoup de fortune, et si on commence par bien piller ce temple-là, ça peut être cool. Alors évidemment, là-dessus, sur un temple, plus le chiffre est petit ici, plus c'est embêtant. Parce que dès qu'on va atteindre le nombre de succès, de dangers passés en fait, sur ce temple-là, et pour lequel on aura récupéré une fortune à chaque fois, eh ben, il y aura un risque d'effondrement du temple. Alors que dans d'autres artefacts, en fait, c'est le nombre de dangers qu'il faut passer pour obtenir l'artefact. Ici, ce ne sera pas le cas. Comment ça se passe, les dangers? On décide d'affronter le danger. Donc c'est Sharon qui est là, mais Dudley est là aussi. Ils le font ensemble. Ça implique 2 choses. Quand on va rencontrer des dangers, potentiellement, on va gagner de la gloire. La gloire, elle va être gagnée par les 2 en même temps. D'accord? Bon, par contre, ça veut dire que Dudley, lui, il n'aura pas de tour d'aventure, parce qu'il aura fait l'aventure avec elle. C'est pour ça qu'on s'est mis au même endroit. Donc on gagne la gloire. S'il y a 3 de gloire à gagner sur la carte, les 2 vont gagner 3 gloires. L'intérêt, par contre, c'est que en fonction du danger, on pourra décider que c'est Sharon qui fait le test ou Dudley. D'accord? On choisira qui est-ce qui est le mieux équipé, quelque part, pour affronter le danger. Mais ce sera tout le temps qu'un seul personnage, par contre. Donc, comment ça se passe? On tire une carte du dessous du deck, faut pas voir le dessus. Et chaque carte, en fait, ici, est recto-verso. D'accord? On commence toujours par tirer la carte
qui est le mot-clé danger ici. Pourquoi? Ici, on va avoir donc le nombre de glories qu'on gagne. Je rapproche la carte. Si on passe la carte, ok. Ici, vous avez le petit texte qui vous explique ce que vous devez faire. Il y a marqué ici Shadowy Castle. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre, mais il faut comprendre que les cartes danger, en fait, vous allez avoir des courses-poursuites, vous allez avoir des choses comme ça. C'est pas tellement l'endroit que vous explorez que toutes les aventures que vous avez eues pour atteindre ce que vous faites. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les cartes danger que vous allez passer, c'est l'ensemble des aventures que vous avez vécues pour obtenir ce que vous allez obtenir. C'est comme ça qu'il faut le voir d'un point de vue thématique. C'est pas une exploration d'un temple avec des salles que vous allez explorer, et ainsi de suite. C'est peut-être dommage thématiquement, mais c'est plus sympa et ça laisse plus de choix et de liberté aux auteurs pour faire des trucs un peu sympas. Alors ici, on a des mots-clés danger, fortress, culte, sneak. Ça pourrait jouer si on avait des mots-clés qui sont associés à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? The dark keep on the hilltop stands all against the grim sky. Donc vous avez la grande porte, en fait, au-dessus de la colline, qui s'élève dans le ciel blafard. Alors, il faut trouver un passage pour rentrer à l'intérieur ou aller taper à la porte, et pour voir s'il y a quelqu'un. Donc il vous propose 2 tests. Soit on fait du lore, un test de lore, et donc sur le test, il vous indique lore, la difficulté, donc il faut faire 5 et plus sur le dé, et le nombre de succès qu'il faut obtenir pour passer ce danger. D'accord? C'est pas le nombre de succès, c'est pas un nombre de succès qui vont se mettre sur la carte, c'est un nombre de succès qu'il faut obtenir pour passer le danger. Et là, il y a marqué, ah oui, c'est pas un ou. Ou alors, et cunning. Donc, il faut faire un test de lore, avoir 2 succès, oh la vache, et un test de cunning 4+, et avoir 3 succès. Et là, il en faut. Donc là, par exemple, je pourrais très bien dire, non, je pense qu'il faut d'ailleurs que chacun, je pourrais très bien dire pour le premier test, c'est elle, pour le deuxième test, c'est lui, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est intéressant d'être à plusieurs personnages. Ou alors, à la place de ça, je fais un combat, et je dois combattre l'ordre de la main écarlate. Et vu qu'on n'est pas super équipé en matériel pour combattre, on va peut-être essayer de se faire un test d'autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si cunning, j'ai que 3D, et l'or, j'ai 4. Ok. Donc ça, c'est le premier danger. Si jamais je rate le test ici, ce qui est fort probable, à ce moment-là, l'aventure s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas continuer. L'aventure, mon tour dans ma phase d'aventure va s'arrêter, donc pour les 2 personnages, et on va retourner la carte. Et de l'autre côté de la carte, vous avez une phase qui s'appelle Cliffhanger, d'où le sous-titre du jeu The Cliffhanger Game. Et à ce moment-là, c'est un truc que vous êtes obligé de passer au tour d'après si vous voulez continuer. Sinon, vous allez être mis KO et vous allez repartir dans les villes de départ. Et après avoir été mis KO. Et ça veut dire qu'il faudra revenir à cet endroit-là si on veut continuer à aller dans le temple. Et j'ai oublié de faire un truc avec le vilain, je crois. En fait, je me suis trompé sur le vilain, j'aurais pas dû le mettre là d'ailleurs. Le vilain, il n'a pas un lieu au hasard. Le vilain, il est mis... J'ai fait n'importe quoi. Le vilain, il est mis sur la... sur... En plus, ça peut avoir un impact. J'en ai un autre à 8, je vais le mettre sur l'autre. On va le mettre sur le jaune, ici. En fait, le vilain, quand il arrive, il se met toujours sur le trésor qui rapporte le plus de fortune. Donc il y en avait 2 au choix, on dirait que c'est celui-là. Et qu'on n'a pas été assez fou pour aller ici. Parce que ça a un impact, on en parlera aussi. Donc ici, on va faire le test, tiens. Donc ici, on va dire qu'on va commencer à faire un test de lore. 5+, il faut 2 succès, j'ai 4 dés, j'ai pas de bonus. Alors, ce qu'on peut faire... et qui est lié au coop, qui est une règle qui existe dans le compétitif, mais qui existe dans le coop, c'est qu'on peut faire un exert, donc se sacrifier un petit peu ou se surpasser, pour rajouter des dés. Par exemple, vu qu'en plus j'ai 2 personnages, je pourrais très bien prendre une blessure. Je sais pas si je vais le faire sur celui-là. Oh non, peut-être pas forcément. On verra bien. Je pourrais très bien prendre une blessure pour rajouter un dé. D'accord? Ou 2 blessures pour rajouter 2 dés. Normalement, cette possibilité, on ne l'a que dans le cadre d'un cliffhanger. Mais en règle coopérative, on s'est pas obligé que ce soit... Normalement, en fait, le personnage principal ne peut pas prendre de blessure, sauf s'il est sur un cliffhanger test. D'accord? Si on était en cliffhanger, je pourrais décider que si lui fait le test, il lui se rajoute des blessures pour gagner des dés en plus. Donc, pour chaque blessure, un dé. En coopératif, le personnage qui ne fait pas de test peut se surpasser pour prendre une blessure et rajouter un dé.
Est-ce qu'on le fait? Voilà, 7, on va se prendre une blessure. On va peut-être assurer ce coup-là. Et prendre un de plus. Donc j'ai 5 dés, 4 de l'or plus 1 de son exergue. Et le... j'ai perdu un tonneau. Et la difficulté du jeu, du test de l'or, c'est 5+. Donc tous les dés qui font 5+, seront OK. Ouf! J'ai eu un 6, donc ça compte comme un succès. Et tant que... Donc par contre, hop, on enlève le dé. Tant que j'ai au moins un succès, je peux relancer mes dés. C'est le petit twist du jeu, c'est que à partir du moment où j'ai au moins un succès, je peux relancer mes dés. Donc j'ai relancé, par contre là, le dé d'exergue que j'avais pris, je ne l'ai plus. Il était valable que pour un seul lancer. Donc là, il faut que je fasse encore un 5+. Et j'en ai un deuxième. Et donc, j'ai un deuxième, et donc c'est avec le premier lore, le premier test est passé. Et maintenant, on doit faire un test de cunning. Donc là, dans tous les cas, elle a la 3D, lui la 3D. J'ai pas de bonus en plus, et les trucs ne peuvent pas trop m'aider. Donc on va essayer. Et là, par contre, le cunning, c'est faut faire 4 ou plus. Est-ce qu'on fait un exergue? Bon, c'est lui qui va faire le test, encore une fois. Elle va reprendre une blessure, histoire d'avoir 4 dés. Et 3 plus 1. Ouf, 2 succès. Donc ça veut dire que je peux relancer mes dés. Je vais pouvoir lancer mes 3 dés, par contre, que 3 dés, parce que je l'exergue, je l'enlève. Et là, c'est raté. À un succès près. D'accord? Ici, j'ai fait 2, 1, 2. J'ai pas eu mon troisième succès. Je peux pas lancer mes dés parce que j'ai aucun bon résultat, de toute façon. Donc, je rate ce test-là. Puisque je rate ce test-là, vous voyez que les dés sont importants dans le jeu. Hein. Si vous ne supportez pas le hasard et vous faire plomber dans un test, c'est pas pour vous. Et ça peut être très frustrant sur un début de partie de rater tous ces jeux. Donc on retourne la carte sur le côté cliffhanger. Cliffhanger, ici, ça veut dire quoi? Vous êtes en retard. Le rituel a déjà commencé et des choses sombres d'un autre monde ont été appelées entre les murs de ce château. Donc ce cliffhanger, il reste là. Parce que j'ai mes deux personnages qui sont pris par ce truc-là. Et ça veut dire qu'au prochain tour, donc là on va terminer un tour, hein, au prochain tour je ne pourrai pas me déplacer et je vais être sur ce cliffhanger-là. D'accord? Je vais quand même lancer le dé d'initiative, et le dé de mouvement, mais uniquement pour savoir si je chope une carte d'event. Mais donc on est bloqué par ça. Si jamais au prochain tour, donc là on doit combattre des créatures sombres, et ça j'aime pas ça parce qu'elles sont balèzes. Si au prochain tour on échoue, alors déjà il y a des chances que qu'on soit KO. De toute façon la carte d'un cliffhanger, si on échoue, on est KO. Donc on n'aura pas le choix, et on devra repartir dans nos pénates. Si on réussit par contre, ça veut dire qu'on aura passé un danger. Je pourrais prendre une pièce du temple et ajouter un danger sur ce temple-là. Je rajouterai un truc comme ça. Et quand il y aura 3 marqueurs comme ça, on fera un test pour savoir si le temple s'écroule, parce que ici c'est un temple. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc là, de toute façon, pour l'instant, je peux la retirer. Puisqu'on n'y est pas tout de suite. Et on a un cliffhanger. Donc là, j'ai mes deux personnages en joué, parce qu'ils étaient tous les deux sur l'aventure en question. C'est la fin du tour pour ce qui concerne les personnages. Maintenant, on va passer au tour des ennemis. Donc la règle du tour des ennemis, c'est simple, il faut prendre le... Il a différentes choses. Il a un event, on va piocher un event vilain. Ensuite, il y a les outposts, donc les bases secrètes et le zeppelin. Et ensuite, il y a l'aventure des vilains. Évidemment, on fait comme beaucoup de choses aussi autour du vilain. Donc le villain event, c'est quoi? C'est que je pioche une carte de ce deck-là, et on résout ce qu'il y a dessus. Donc il est marqué ordre de tuer. Et la carte reste sur la table. Alors ça va être bien pénible. Donc il y a marqué que la prochaine fois qu'un héros combat un vilain, le vilain gagne plus 5 dés
pour le premier round. Et ensuite, on défausse la carte. Waouh. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc un vilain, hein, c'est les figurines rouges. Ok, donc ça c'était l'événement du vilain. Ensuite, on a les outposts. Qu'est-ce qui se passe? Pour chaque base secrète, donc là il y a une base secrète uniquement sur la carte, je lance un dé. Si j'obtiens 4, 5, 6, on place un ennemi, donc un soldat nazi, dans un lieu aléatoire. Donc ça, on lancerait un dé pour chaque base secrète. Donc on va avoir un intérêt aussi à éliminer les bases secrètes. J'ai fait 4, donc ça veut dire qu'on a un asillon qui arrive. Et il arrive The Heartland, qui se trouve ici. Alors qu'est-ce que ça fait ces soldats qu'on a mis ici, hein, qui sont pas les mêmes que ceux qui sont sur la carte? C'est que si on rentre sur un territoire où il y a un soldat, il y a forcément un combat. En dehors du tour classique, ça veut dire que ça continue, le tour classique il va se dérouler, mais ce sera un combat en dehors du tour, c'est-à-dire qu'on va affronter le nazi, le soldat, et ensuite on aura notre lieu d'aventure à l'endroit où on s'est arrêté. Mais ça va stopper notre mouvement par contre. Ça va terminer notre mouvement. Ok, ensuite on fait le Zeppelin. Le Zeppelin, comment il se déplace? Le Zeppelin, on tire une carte lieu. Donc ici, Forbidden Island, qui se trouve ici. On lance un dé. Et on déplace le Zeppelin au 5. Ouf. On déplace le Zeppelin par la route la plus courte pour l'atteindre. Donc là, ça va être facile. Ça va être 1, 2, 3, 4. Il l'a atteint. S'il atteint la destination qui était marquée sur la carte lieu, il fait descendre un soldat. Ok. Donc ça c'était pour le Draw Villain Event, Outpost Zeppelin. Et maintenant c'est l'aventure. Alors comment ça se passe? Le vilain qui se trouve ici, il est sur un lieu d'aventure. Donc il va lancer un nombre de dés qui vont correspondre à sa recherche. Qui se trouve ici. Touch. Donc il va lancer 4 dés. S'il fait 4, 5, les 4, 5 et 6 sont des succès. Et en plus, lui, il a une capacité qui lui dit que les 6 sont un double succès. Puisqu'il est sur un temple, donc sur un truc normal, il ajouterait des succès sur la carte, et s'il obtient le nombre de dangers de l'artefact, il récupérerait l'artefact. D'accord? C'est comme ça qu'ils vont les récupérer. Donc c'est très simple pour eux de les récupérer. Ils n'ont pas de danger à passer, rien du tout. Donc là, on va lancer ces 4 dés de recherche. Et 4, 5, 6, c'est un succès. Alors, il a fait que 1, 3, 2 et 5, donc il a qu'un seul succès. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'il avance pas rapidement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je place un succès. Ah d'ailleurs, on va le passer peut-être sur le temple, parce que c'est pas exactement ça. Puisque là, on est sur un temple, je crois. Donc le temple, en fait, on va placer un danger, plutôt. C'est le temple d'Hadès. Un danger, et il va gagner une pièce. Donc je vais la mettre sur son plateau ici, pour indiquer que c'est la première pièce. Et ça place un danger. Quand il y en aura 4, on fera un test. Alors normalement, les nazis ne peuvent pas déclencher l'écroulement du temple, mais moi je le fais quand même. Je trouve que c'est plus équilibré. Je trouve ça plus marrant, me dire qu'il peut se faire enfouir sous les décombres. Et c'est suffisamment dur comme ça pour... je trouve qu'ils accèdent facilement aux artefacts. Avec des lancers de dés, je trouve que c'est plus cool de le faire comme ça. Ensuite, donc là on a activé le premier vilain. On active le deuxième vilain, qui est elle. Donc elle va se positionner sur un artefact qui est aussi le moins cher, donc elle va se positionner là où on se trouve. Puisqu'il vaut aussi 8, comme l'autre. Donc c'est les artefacts les plus chers. Ils attaquent tout le temps les artefacts les plus chers. Alors, sa présence ici va nous embêter. Pourquoi? Quand on réussit à un danger, une fois qu'on l'a... Si tout à l'heure on l'avait réussi, on pouvait décider de continuer. C'est-à-dire que dans la même phase d'aventure, on pouvait faire piocher une deuxième carte danger, et une troisième, une quatrième. Et ça veut dire qu'on continue et on avance. Quand il y a un ennemi qui est présent, quand il y a un vilain, avant de pouvoir avancer, il faut l'éviter. C'est-à-dire qu'on se cache pour pas qu'il nous découvre. Et à ce moment-là, il faut faire un test de discrétion pour pas se faire choper. Le test de discrétion, c'est très simple. C'est qu'en fait, le vilain va lancer un nombre de dés équivalent à sa recherche. Donc là, ce serait, par exemple, elle, ce serait 4. Et nous, pour chaque personnage qui serait sur l'aventure, donc là j'ai 2 personnages, on choisirait pour chacun un numéro, entre 1 et 6. Si jamais, quand on lance les dés, on tombe sur le numéro qui ont été choisis, il nous découvre.
D'accord, c'est assez marrant, je trouve, comme petit jeu de chat à la souris, parce qu'on peut se décider de tous les deux se mettre sur un numéro, et se faire repérer tous les deux, ou un seul de nous, ou de faire deux numéros différents pour qu'il y ait un qui passe outre. Et si jamais on se fait prendre, il y a un combat qui se déroule, et ainsi de suite. Donc sa présence nous embête un petit peu. Toujours est-il qu'ensuite, on a fait les 2 phases d'aventure des vilains. Il y a la phase de remplissage des artefacts, c'est pas la peine, il y a toujours les 4, et on passe à un nouveau round. Et voilà comment se déroule le jeu Fortune and Glory. Alors, j'ai pris mon temps, c'était plutôt long, on n'a pas vu plein de choses, on n'a pas encore vu la partie alliée, les différents équipements, mais vous avez le tour de jeu, vous avez ce qu'on doit faire dans le jeu, comment on passe les tests aussi. Donc vous avez bien vu que les tests, je peux mettre peut-être plus, j'aurais peut-être dû prendre plus de blessures pour augmenter mon nombre de dés. Pour le coup, c'était un test difficile. Et donc, tant que j'ai au moins un succès, je peux relancer mes dés pour essayer d'avoir d'autres succès. Donc ça, c'est assez cool. Ça veut dire que ça vous rend les tests quand même pas si difficiles au final. Mais on dépend toujours des dés. Et parfois, vous ne pouvez rien faire contre les dés. Donc là, si je devais refaire un nouveau tour, on lance l'initiative. Donc je vais faire qu'un seul dé. Alors pour Jack, 5, Sharon, 2 et Dudley, 1. Dudley prend une carte event. Toujours une carte event où il n'y a pas mis immediately, donc on va la conserver, on va la mettre de côté. Bah, elle a été utile tout à l'heure, celle-là, parce que ça nous donne un plus 5 dés d'aventure pour un jet. Ou de gagner plus 3 moves sur un tour. Donc ok. C'est lui qui a l'initiative. Du coup, on a dit que c'était lui qui avait l'initiative. Et ensuite, on fait les mouvements. 2. Donc on lance quand même les dés de mouvement pour eux, au cas où il fera un 1. Bah lui, de Blair a encore une carte event. Je crois pas qu'il y ait de limite sur les cartes event. Alors ici, on va pouvoir relancer un test, faire relancer un test. Soit sur nous, pour forcer un test à être relancé. Donc soit sur nous, soit sur un vilain. Donc ça, c'est pas mal. Ça aurait dû être utile aussi avant. Mais ça va être utile quand on va le faire ici. Et donc c'est Jack qui commence, et il a 2 en mouvement, donc c'est pas énorme. Eux, ils pourront pas se déplacer. Et 2 mouvements, ah si, il peut aller tenter l'artefact de Poséidon. Avant, on va le faire, tiens, allez, on va le faire. Alors c'est vrai que mes personnages, ils ont aucun équipement, rien du tout. C'est un peu risqué. Et en même temps, pour pouvoir avoir de l'équipement, même des objets communs, il faut avoir de la glory. Et pour avoir de la glory, il faut passer des dangers, donc on n'a pas trop le choix. Chose à savoir, c'est que quand j'ai dit qu'on pouvait, après un danger, continuer l'exploration, on peut aussi décider de s'arrêter. Et à ce moment-là, on campe. Quand on campe, on récupère tous ses points de vie. Et par contre, on arrête notre tour d'aventure et on passera au tour suivant, à la prochaine chose. Voilà. Donc ici, j'ai dit que je m'étais déplacé ici. Donc ils se sont déplacés. Et après, on fait l'aventure. Donc l'aventure, parce qu'eux, ils se déplacent pas. L'aventure pour lui, on tire une carte. Et on tombe sur un animal sauvage, sur un rhinocéros, c'est peut-être normal, pas loin de Mexico. Alors, donc on est sur le territoire de chasse du rhinocéros, de la bête. Donc on peut choisir là, par contre, vous voyez, donc ici il y a le petit symbole qui est ici, ça veut dire que c'est une bête. Donc je crois qu'il y a un des personnages qui a des bonus par rapport aux bêtes, parce que c'est un chasseur. On peut choisir le lore, le combat, l'agilité ou le cunning. On en choisit un, il y aura marqué choose one. Donc nous, si on choisit ce qui est le plus facile, agilité ou combat, le lore on a que 2, donc ce sera pas bon. Par contre, il faut faire 6+, on va prendre l'agilité, parce que c'est 4D, c'est 4D. Donc on va dire ça. Il faut faire au moins un 6 par contre. Wow. Donc là c'est pareil, si je fais pas de 6, et là je peux pas, vu que c'est pas, je suis tout seul, et que c'est pas un cliffhanger, je ne peux pas me blesser pour le passer. Ok. Donc là, vous voyez que là, j'ai pas le choix, et puis j'ai pas assez de modificateurs ou de cartes pour pouvoir un peu mitiger les dés. Donc là, c'est vraiment pur jet de chance. Je prends ce que j'ai de mieux, les 4, pour faire 6+, et un seul succès. Ok. Donc de toute façon, si on fait un 6, c'est bon, sinon c'est cliffhanger, on retourne la carte.
Ouf, oui. 6. Donc là, c'est réussi. 6 plus, c'est touché. J'en ai même 2. Donc on a le succès, on passe le danger. Donc j'ai un succès que j'ajoute sur la carte de l'artefact qui se trouve ici. Hein, le cœur de Poséidon qui était ici. Et il me faut 5 marqueurs pour pouvoir récupérer le cœur de Poséidon. Donc là, je peux décider de m'arrêter de camper. Quand je campe, je récupère la gloire des cartes que j'ai déjà passées. D'accord ? Si j'avais eu 1 ou 2 cartes, toute la gloire qui est marquée dessus, je l'empocherais. Si par contre je décide de continuer pour affronter les dangers suivants, je ne la collecte pas tout de suite. Et évidemment, s'il se passe comme ce qui s'est passé chez eux, si je retourne en cliffhanger, je perds la gloire que j'aurais pu gagner avant. Donc soit je peux m'arrêter là et camper, et poursuivre l'aventure plus tard, collecter mes 4 glories, soit je peux décider d'aller sur le suivant. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, soyons fous, même si c'était intéressant de gagner 4 glories. Et du coup, les marqueurs qui sont ici restent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des succès qui vont se placer ici. Et vu qu'il n'est pas très cher, l'artefact, les nazis vont peut-être pas aller le chercher. Hein. Donc là, on a quoi ? Danger, Chase, Crimson End. Oula. 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 Donc là, j'ai le choix. Donc on a été suivi. On doit les perdre, donc on doit les... Il est marqué soit on les combat. Il est marqué, vous retournez, vous dites salut. Ou alors on essaie de les perdre. Donc 4+, avec Cunning, mais j'ai que 2 dés en Cunning. J'aurais eu +1 si j'avais été avec un autre personnage, mais c'est pas le cas. Ou un combat. Un combat, j'ai 4. Mais des Order of Crimson End, donc c'est l'ennemi qu'on doit combattre, c'est un ennemi générique qui se trouve ici. Order of the Crimson End, c'est celui-là. Bon, là, c'était jouable. Voilà, c'est une carte d'un cultiste de l'ordre de la main écarlate. Vous voyez qu'ils arrivent même si je suis en train de combattre les nazis. Parce qu'en fait, toutes les extensions se mélangent et vous avez plein de possibilités. Plus vous avez d'extensions, plus vous avez de possibilités dans ces jeux. C'est ce qui rend les jeux vraiment super variés et sympas. On va peut-être les combattre, du coup. J'ai plus de chances de les combattre. Donc comment ça se passe un combat ? Comme ça, on va voir le combat en même temps. Donc je vais les combattre. Donc je fais la combat contre Order of the Crimson End. Donc je fais le combat contre lui. Donc moi j'ai 4 dés de combat, donc c'est 4 dés que je vais lancer. Et lui il a 2 dés de combat. Fight Dice 2. 4 wounds, ça veut dire qu'il faut qu'il le touche 4 fois. Enfin que je lui fasse 4 blessures pour l'éliminer. Il n'a pas de défense, donc il n'y a pas de souci. Et moi j'ai 1 en défense. Donc ça c'est plutôt cool. Donc lui il va prendre les 2 dés verts. Sur 4, 5, 6 il touche. Et moi sur 4, 5, 6 je touche. D'accord ? On a 50% de chance sur les dés pour faire les dégâts. Donc on va lancer les dés, c'est la fight. Alors c'est pas un vilain, c'est pour ça que je joue pas la carte qui est ici avec le plus 5 dés. Ce n'est pas un vilain. Et donc on va faire des rounds jusqu'à ce qu'il y ait un qui meurt. Il y a toujours une possibilité de s'échapper aussi. Hein. Un escape. Il faut faire un test d'agilité et avoir 2 succès. Alors lui il me fait un 6 et moi je lui fais un 4 et un 6. Donc moi je lui fais 2 blessures et lui il m'en fait 1. Vu que moi j'ai une défense de 1, j'échappe à sa blessure. Lui il n'a pas de défense et il prend 2 wounds. Donc je mets 2 wounds. Et on fait un nouveau round de combat. Il y a marqué que je gagne 1 dé de plus pour chaque wound qu'il a pris. Donc moi je vais gagner 2 dés. Donc je vais passer à 6 dés. Là c'est peut-être l'inverse en fait. C'est gains, c'est pas gain. Donc c'est gain, c'est lui qui gagne. C'est il gagne. Donc en fait c'est lui qui gagne 2 dés en plus. Je suis un peu trompé. Donc là par contre il va peut-être me toucher un petit peu. Ouf, il me touche même bien, il me fait 3 blessures. Et moi je lui en fais une autre. Là c'est m'embête parce que du coup lui il me fait 3 blessures. Oh là. Ah non il m'en fait que 2 parce que j'ai 1 en défense. Donc il m'en fait 2. Il me fait le 4, 5, 6. Et ça veut dire qu'il reprend un dé vert en plus. Allez, on va espérer de ne pas se faire éliminer par contre. Je lui fais un 4, donc je lui en fais une de plus. Lui, il m'en fait une, mais moi j'ai -1, donc j'en prends pas. Coup de bol, là, j'ai eu un coup de bol sur les dés, pas mal.
Donc je lui fais sa dernière blessure, je suis arrivé à 4 wounds. Glory 4, donc ça je la gagne tout de suite lors d'un combat, la Glory. 4 gloires. Et puisqu'on a fait ça, on a passé la carte qui était ici. D'accord? Donc c'est la deuxième. Et donc c'est un deuxième succès que je mets sur The Heart of Poseidon. Donc il nous en reste encore 3 à faire pour récupérer l'artefact. D'accord? On progresse dans l'aventure qui nous emmène jusqu'au cœur de Poséidon. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas voir les cartes de danger comme étant l'endroit où on va explorer. C'est que on récupère en fait... Alors c'est vrai que pour les temples c'est un peu différent, mais ce truc-là c'est le cœur de Poséidon. C'est les 5 dangers, c'est les 5 aventures qu'on va vivre pour réussir à récupérer cet artefact. Donc là, ce que je vais faire, je vais sûrement continuer, mais avant ça, je vais jouer cette carte-là qui est quand un héros, et donc moi-même, a complété un danger, s'il vient d'être le cas, je peux me soigner immédiatement complètement. Donc je vais me soigner les 2 blessures que j'ai, et pour chaque blessure que j'ai soignée, je gagne 2 gloires. Et donc je défausse cette carte-là. Hop. Et j'en suis à 6 gloires, c'est pas mal. Et donc là je peux me dire, bah, je vais continuer, je vais pusher, je vais continuer, je vais prendre une nouvelle carte danger. Vous voyez que pour un seul personnage, là je peux en faire plusieurs des cartes danger. Ah non, je ne retourne pas. Oula, mauvais choix. Très mauvais choix. Alors, donc notre recherche nous a poussé vers l'eau. On va se mettre en tenue pour faire de la plongée. Et on va descendre dans les profondeurs sous la surface. Donc là, c'est un test de cunning. Et là, je suis bien embêté. Parce que cunning, j'ai que 2 dés. Il faut faire 5+. Donc là, j'ai peut-être poussé un peu trop loin le bouchon. We'll see. Donc là, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que là, potentiellement, si je rate celui-là, je vais perdre les 6 gloires que j'aurais pu remporter si je m'étais bien à camper. Mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est pas joli ça? 6 et 5. 2 succès, 5+, je passe le test. Ça met un 3e succès. Donc là, vous voyez que c'est aussi des moments où vous êtes heureux. Vous pouvez avoir des moments de grosse frustration sur les dés. Lancer 6 dés, vous blesser pour avoir plus de dés et faire que des résultats pourris. Et puis avoir très peu de chances de réussir et en un seul jet, ça passe. Donc cunning, j'ai avec 2 dés, je fais les 2 succès à 5+. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais camper. Donc j'ai 3 succès. Ce que je vais faire, c'est que mes 3 succès, donc je vais camper, donc je vais m'arrêter là pour ma phase d'aventure. Je cumule la gloire. Donc 5 et 4, 9 gloires. Donc 9 gloires, je vais en prendre un truc de... C'est des trucs de 5, ça. Hop, hop. Donc ça me fait pas mal de gloire. Donc lui, c'est terminé pour son tour, et eux, ils vont affronter leur cliffhanger. Et là, je m'arrêterai là pour la vidéo, et je ferai une deuxième partie. Donc là, on doit... Alors, les Dark Creatures... Au secours, au secours, au secours. En plus, on n'a pas beaucoup de dés de combat, on n'a pas de matériel. Dark Creatures. Donc les Dark Creatures sont des animaux qui remportent beaucoup de gloire, hein, mais qui ont 5 dés de combat. Ils ont une défense de 1, et ils ont 3 points de vie. Mais voilà, quoi. Donc là, c'est pareil, il faut que je choisisse qu'est-ce qui va faire le combat. J'ai pas tellement de choix, de toute façon, ce sera 3D ou 3D. Elle a déjà 2 blessures, donc on va dire que c'est... Mais elle a 7 points, donc c'est un peu kiff-kiff. Et ça me sert à rien. Bon. Et puis là, c'est pas un nazi, donc du coup... Donc du coup, on n'a pas le choix. Donc 5D pour les monstres, et 3D, on va dire que c'est Dudley qui va le faire. Oh là 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 là. Donc Dudley, il en fait 2, mais vu qu'elles ont 1 en défense... Oh la vache. Vu qu'elles ont 1 en défense, elles ne prennent que 1 dégât.
Et elles me font 4, moins 1 parce que j'ai 1 en défense, donc je prends 3 dégâts directement. Autant vous dire que ça sent le pâté. Ok. Donc il me reste plus que 2 points de vie, elle en a 4. Ok, donc c'est bien ça. Donc je peux choisir de prendre un autre personnage, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va dire que c'est elle qui fait le deuxième round. Et c'est seulement s'ils sont tous les deux KO que ça me fait un truc. Donc ça va peut-être passer. Elle fait 2 blessures aussi. Donc ça leur fait une blessure en plus sur eux. Et par contre, eux, ils en font 4, encore une fois. Et elle n'a pas de défense. Donc elle est KO. Ah ouais, j'ai bien fait KO là. J'ai fait des bons lancers avec les dés verts. Comme à la répétition. Donc, de toute façon, on en prend 4 et 2. Ah non, 4 et 2, 6. Ah non, non, c'est bon. Je suis encore en vie. Il y a 1 point de vie. Ok. Et maintenant, on va dire que Dudley à la fin. Dudley pour le dernier round. Parce qu'il reste 2 points de vie à lui. Et elle plus qu'un seul. Ah non, il reste 2 points de vie. Ouf. Et Dudley, ça va. Il fait une... Ah non, ça va pas. Il fait une blessure, mais qui est annulée par la défense. Et eux, ils me font 2 blessures. Et donc, j'en prends une. Ok. Donc, il me reste encore 1 point de vie. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit de faire mourir? Et est-ce qu'on meurt, en fait, surtout? On va peut-être crever ensemble. Ça serait pas mal. Donc, 3D. Donc il me fait 2 blessures à moi qu'une seule. Ah non mais on fait fou. Donc mon Dudley il est KO. Donc le dernier round ça va être contre elle, qui a qu'une seule blessure à prendre. Ah, alors elle y arrive à les éliminer. Mais en retour, il nous élimine aussi. Donc je fais 2 blessures, ça fait 3. Donc on a éliminé les créatures. Et elles me font aussi 2 dégâts. Donc elles m'éliminent aussi. Situation intéressante, voilà. Donc là on tombe sur les règles à regarder aussi. C'est ces moments-là qu'on va regarder dans la règle en fait. C'est qu'est-ce qui se passe? On meurt en même temps? Est-ce qu'on gagne la gloire? Est-ce qu'on gagne pas la gloire? Donc normalement, si je me rappelle un peu des règles. On a passé le cliffhanger. Donc on pourrait considérer qu'on a eu un succès sur le cliffhanger, sur cette truc-là. Donc on récupère un de cet artefact-là. Qu'on a gagné la glory, les 7, et qu'on les a gagnés tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, lui et moi, on a gagné cette glory. Donc là, la créature, elle est retirée. Mais par contre, on est KO tous les deux. Donc ça veut dire que tous les deux, on repart d'où on est venu. Lui ici, et elle était à New York. Donc comme ça. Et qui reviendront à la prochaine phase, en fait, qui se révéleront à New York, dans leurs 2 villes, à la prochaine fin de phase. Ok. Et ça termine le round. Et on passe en fait après au vilain. J'ai oublié de mettre 2 soldats sur Treza, qui va pouvoir commencer à rechercher l'artefact aussi. Et il faut qu'on mette un danger, parce que le temple peut s'écrouler sur la mine. Hop! Et voilà, et là on va passer au tour à nouveau du nazi, et nous on jouera après, et ainsi de suite. Donc voilà, vous voyez un peu plus aussi ce que j'ai pu faire. La gloire qu'on a récupérée, c'est sympa. Alors par contre, quand on est KO, normalement, on perd 1 des 6 de mélange entre gloire et équipement. Donc ça veut dire que normalement, je dois lancer 1 des 6 pour elle, 1 des 6 pour lui, et voilà, je peux choisir une combinaison de cartes
à perdre. Donc là, je vais perdre 2 gloires, et ici, 1 gloire. Mais on va pouvoir, avec ça, aller acheter des équipements, et ainsi de suite. Donc les équipements communs, ils ont le prix qui est indiqué dessus. Les autres, les alliés, c'est 5 glory. Donc on va considérer que c'est de la gloire qu'on a eue et qu'on connaît les gens. Et l'équipement, c'est 5 glory, qu'on va considérer que c'est de l'argent aussi. Ce sera 5 glory pour acheter équipement ou allié. Et par contre, on ne sait pas ce qu'on achète, on prend les premiers qui nous tombent dessus. Donc là, on a un peu de contrôle sur le jeu aussi. Hein. C'est pas un jeu où on doit chercher à avoir le contrôle, c'est un jeu où on va, ce que j'ai fait avec Jack, tenter d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible pour choper l'artefact, arriver au bout avant que les nazis viennent nous le prendre, et ainsi de suite. D'accord ? C'est le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de fortune. Donc plus vite on va monter ça, mieux ce sera. L'élimination, elle n'est pas super pénalisante, sauf en termes de délai, et surtout que les nazis avec le risque qu'elles nous pillent le temple. Mais c'est pas très grave. Ce qui peut être bien, c'est d'attaquer les bases secrètes. Alors les bases secrètes, elles peuvent arriver par des cartes événements, des nouvelles bases secrètes. Parce que les bases secrètes, on peut choisir de... Alors soit quand on attaque une base secrète, il me semble qu'on peut tenter de voler un artefact qui a été pris par les nazis, et le récupérer pour le vendre nous-mêmes. Soit diminuer la piste de 3, ici. Donc pour ralentir la progression des nazis. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est vraiment le jeu. Et il y a un truc que j'ai pas fait d'ailleurs, oui, c'est que j'aurais pu aller explorer les docks. Mais j'ai fait aucune exploration en ville pour l'instant, donc c'est pas encore arrivé. Mais donc si jamais je devais aller... en fait, quand on fait une ville où il y a des docks, sur une ville, on pioche, pendant la phase aventure, on pioche une carte city. Ensuite, si on veut, on peut aller explorer les docks. Il peut y avoir des combats sur les docks aussi. Hein. Ça peut être un combat sur lequel on tombe, donc c'est pas toujours bien. Et seulement après, on peut interagir avec la ville, ça veut dire se soigner, c'est une glory par blessure à soigner. On peut acheter du matériel, donc gear, allié ou des équipements communs. On peut revendre des artefacts, et je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un univers où on va être... on va avoir des rencontres avec des nazis, mais pas tout le temps. Alors les nazis vont quand même chasser des artefacts, donc ils vont quand même arriver souvent dessus, à partir du moment où si les artefacts qui sont rapides et qu'ils ont en une seule fois, ils vont revenir facilement. L'intérêt de les mettre KO, les nazis, c'est de pouvoir de les dégager d'un tour. D'accord ? C'est de pouvoir essayer que... qu'ils sont... de pouvoir les retarder avant qu'ils ne reviennent sur le plateau. Et donc de perdre du temps de leur côté, et de nous laisser du temps à nous pour aller s'occuper des artefacts. Donc voilà, après on veut choisir d'aller choisir des artefacts qui sont les plus rapides, les moins compliqués. Ici on n'a pas forcément des bonnes combinaisons, parce qu'on a des choses qui valent 4 pour 5 dangers, donc plus il y a de dangers, plus c'est long à faire. Et moins ça rapporte. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est l'univers de Fortune and Glory. Donc là on joue avec les nazis, on est dans l'univers typique d'Indiana Jones. Il y a des cartes vraiment super sympas dans les dangers. Il y a un peu de tout, et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations, hein. C'est des photos, mais il y a beaucoup d'illustrations. Et finalement, moi qui le considérais comme un gros jeu, là en y rejouant, il est beaucoup moins complexe qu'un Shadows of Brimstone par exemple. Il a de la même complexité finalement que A Touch of Evil, qui était encore un petit peu moins complexe, peut-être plus en setup, mais finalement c'est très 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 simple à jouer. Une fois qu'on a remis en place, j'ai relu les règles un petit peu et j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle je me suis remis dans le jeu. Finalement, il n'y a pas tant d'étapes que ça, il n'y a pas tant de règles complexes que ça, seulement des cas particuliers qu'il faut faire attention, mais à part ce petit événement-là, il y a autre chose dans les villes que j'ai pas signalé, c'est que quand on est sur une ville, si jamais il y a certaines cartes qui nous disent que c'est une journée tranquille, il se passe rien, on est soigné complètement. Donc on applique le fait qu'on soit soigné complètement avec la carte ville, hein, c'est comme si ça évite de payer. Et ensuite, on lance un dé. Uniquement si on tire cette carte-là, on lance un dé et on va aller voir, il y a un petit tableau qui est sorti avec une extension, les Major City Events. Donc c'est que dans les cités en doré, hein, pas dans les cités mineures, mais dans les Major City, donc celles qui sont un tour doré, on lance un dé et il nous arrive un événement qui est sur ce tableau-là. Qui est en fait plus thématique liée à la ville. D'accord ? Voilà, ils ont rajouté ça dans une extension. C'est pas une règle très compliquée à appliquer, ça rajoute un petit peu de parfum d'aventure et de localisation en fait de l'événement, qui est plutôt sympathique. Parce qu'en fait, évidemment, tous les événements qu'on a ici,
je peux me retrouver à faire une course dans le désert alors que je me trouve dans une jungle. D'accord? Donc on va dire que c'est un peu hors thématique parfois, parce qu'il n'y a pas de deck d'événements, de deck de danger par zone, ce qui pourrait être un truc super sympa, mais qui augmenterait le nombre de cartes, sachant qu'on ferait sûrement des cartes qui ressemblent à d'autres cartes, mais déplacées dans une région, donc il n'y a pas un gros intérêt, c'est à nous de faire l'effort d'imagination de ce qui pourrait se passer, de ce qui nous a conduit ici, et on pourrait très bien dire que c'est une aventure qui s'est passée même avant qu'on arrive dans le pays, d'accord? Bien voir les dangers comme étant toute une sorte tout le film qui vous emmène jusqu'à l'artefact. Que ça se termine bien ou mal, comme on a pu faire là. Donc voilà, donc c'était Fortune and Glory. Si vous avez l'occasion, si le thème vous plaît franchement, et que vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais évidemment, c'est que de la VO. Il y a peut-être eu des traductions fan-made, je sais pas. Je vous conseille fortement le jeu. Au niveau du combat contre les nazis, on a une carte générique qui est dans le jeu de base. Donc oui, ils ont 4 dés de combat et 3 blessures à prendre. Mais vous avez également un petit deck de nazis ennemis. Et là, plutôt que d'avoir des ennemis génériques, vous pouvez piocher ici, ça vous fait un ennemi différent potentiellement avec des capacités particulières à rencontrer. Ça vous fait varier en fait les rencontres entre les soldats. Donc ça, c'est assez sympa. Et il y a également un deck de missions personnelles que j'ai pas mis là en place, mais qui sont des objectifs à obtenir pour les aventuriers, qui donnent une récompense aussi. Et on la remplace ensuite, et ça fait des missions qui peuvent être différenciées. Alors quand je joue en solo, ça me dérange pas trop de pas les avoir. Peut-être qu'en multi, ça rajoute quelque chose pour chaque personnage, et ça constitue un peu plus votre personnage. Donc voilà. C'était Fortune and Glory. C'est un super jeu. C'est Indiana Jones dans le jeu de plateau pour moi. C'est un jeu que je ne vendrai jamais. Sûr. Parce que rien que la mise en place me fait rêver. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.